En quoi l'Union européenne participe-t-elle aux politiques d'aménagement de la région ? Quand vous êtes venu ici me voir à Rouen aujourd'hui, vous avez forcément tous traversé ou aperçu un équipement ou une réalisation de la région avec l'Europe. Le port du Havre, le grand port de la région et un des grands ports en France, avec les crédits de la région, sur ces 10 dernières années, l'Europe y a mis plus de 100 millions d'euros. Le port de Dieppe, la même chose. Les lignes ferroviaires, les autoroutes. Je parle d'un fonds qui s'appelle le fonds FEDER. C'est le fonds pour ce qui est le développement des infrastructures. Mais il existe un autre fonds qui s'appelle le FSE, le Fonds social européen, qui donc, comme son nom l'indique, s'adresse à la fois à la formation, mais davantage pour les publics qui sont en difficulté. C'est pour ça qu'il s'appelle social. Et puis, il y a le FEADER. Alors, le FEADER, c'est un fonds qui est plutôt consacré au développement rural. Donc, on est dans du FEDER des équipements structurants, on est dans du développement rural, et puis on est dans du Fonds social européen, c'est-à-dire des formations que la région cofinance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a forcément une contrepartie qu'on dit nationale. Nationale ne veut pas dire que c'est forcément l'État, ça peut être la région. Bon. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur la période qui est en train de se terminer, on marche sur des programmes de 6 ans, 6-7 ans. Et bien sur les infrastructures, le fonds FEDER, environ 250 millions d'euros sur la période. Sur le Fonds social européen, environ 70 millions d'euros gérés par la région. Et sur le FEADER, c'est beaucoup moins, c'est 25 à 30 millions d'euros. Mais c'est quand même beaucoup d'argent, surtout que ça a un effet de levier. Et ce qui est très important lorsque l'on parle de l'Europe, surtout dans ces moments difficiles, c'est qu'il faut bien comprendre que l'Europe, à travers cette politique-là, elle oriente de manière à ce que l'ensemble européen soit cohérent. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, c'est pas parce que j'ai levé le doigt et que j'ai dit non. Il faut par exemple sur le port, sur le fret ferroviaire, pour faire circuler les marchandises, l'Europe elle dit bon, voilà, on a beaucoup de marchandises qui sont livrées ensuite dans toute l'Union européenne. Il est important que ce ne soit pas uniquement acheminé par des poids lourds avec derrière les bouchons, la pollution, les accidents. Il faut utiliser des modes de déplacement qui soient beaucoup moins consommateurs en énergie, qui polluent moins. Et donc, elle nous incite à faire du ferroviaire, ou elle nous incite à utiliser davantage la Seine pour remonter les marchandises jusque Paris, et ainsi de suite, quoi. Donc, il y a toujours une prise en compte d'une approche qui est environnementale, qui est une approche sociale, et puis d'aménagement du territoire européen. Donc, il y a quand même une vraie cohérence. Bonjour, monsieur Verne. Bonjour. Ma question est la suivante. Comment la région vient-elle en aide à des jeunes comme moi pour les aider à faire des études supérieures souvent coûteuses ou par exemple pour aller à l'étranger ? Alors, dans l'accompagnement de la région pour les jeunes, il y a d'abord toute une série de dispositifs qui existent avant le bac. C'est-à-dire que l'objectif de la région, puisque c'est une de nos responsabilités principales, c'est que vous réussissiez votre parcours scolaire. Donc il y a par exemple la carte région qui vous a été distribuée depuis que vous êtes rentré en seconde pour acheter les livres, le matériel professionnel, etc. Ensuite, lorsque l'élève quitte la terminale, depuis 1 an maintenant, j'ai mis en place une carte liberté. C'est-à-dire que quand vous allez dans l'enseignement supérieur, la même carte région vous donnera droit à une aide pour commencer vos études supérieures. Donc ça s'appelle la carte liberté. Et puis évidemment, aujourd'hui, il faut que les jeunes comprennent que dans leur parcours de formation, il faut à tout prix qu'ils fassent de la mobilité. Et il faut simplement qu'à la fois vous manifestiez un peu de curiosité, une volonté pour le faire. Et après, il existe différents dispositifs. Par exemple, quelque chose qui est bien connu, c'est la mobilité à travers un dispositif européen qui est financé par l'Union européenne qui s'appelle Erasmus. Bon. Ici, en région, on a aussi mis en place des dispositifs, d'ailleurs, qui peuvent être utilisés dans vos lycées. Par exemple, Kinema. On a un échange avec la région Basse-Saxe en Allemagne où tous les ans, il y a une classe d'un des lycées de la région qui fait un échange avec des lycées de Hanovre. Et puis, il y a également la mobilité internationale pour chaque individu. Lorsque vous allez être étudiant,
Il y a donc à travers le dispositif liberté et mobilité internationale, si vous n'avez pas le droit à l'aide européenne, Erasmus, parce qu'il faut remplir des conditions, bien, automatiquement, dès lors que ce sera un stage organisé dans le cursus qui sera le vôtre, la région vous viendra en aide financièrement. Mais en tout cas, je crois qu'il est très important que les jeunes Haut-Normands comprennent que la question de la mobilité au plan international, et notamment en Europe, est évidemment nécessaire, et puis en même temps, c'est voilà, un vrai bonheur. Pensez que ça, c'est très important. Et 2 ou 3 mois d'immersion totale dans un pays, vous en revenez d'abord avec une vraie connaissance de la langue, et ensuite, dans votre parcours futur, c'est évidemment très important. Et alors, dernier mot, mobilité internationale. Quand vous avez un souci, vous êtes tous des utilisateurs d'Internet, il faut venir sur le site Internet de la région, et puis ou bien vous allez trouver la réponse à votre question, ou bien vous nous laissez un mail, et puis on vous répondra pour vous dire voilà, comment on peut vous aider, quels sont les conseils qu'on peut prodiguer pour que vous réussissiez ce stage. L'Union européenne, c'est quelque chose qui reste quand même assez vague pour les populations et qui est, comme vous le disiez, assimilé à la crise de la zone euro actuellement. Mais alors justement, quelles vont être les conséquences de cette crise sur la perception de l'Union européenne par les habitants de l'Union européenne, selon vous ? Les conséquences sont malheureusement désastreuses. Aujourd'hui, la difficulté que nous rencontrons, elle est liée au fait que l'Europe est insuffisamment aboutie. Que s'est-il passé ? L'Europe a laissé filer, notamment d'un point de vue financier, toute une série de pratiques dont on a bien vu qu'elles étaient dangereuses. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'États se sont mis à dépenser et à dépenser sans vérifier que derrière, il y avait la richesse effective. Bon, donc il y a un vrai effort qui aujourd'hui doit être fait, et c'est cela, ou bien, sinon c'est la banqueroute, comme la Grèce ou Chypre ont connu. Donc, oui, je crains que l'Europe soit mal perçue. Mais en même temps, quand on regarde les choses, par rapport à ce repli sur soi que certains nous proposent, ça serait terrifiant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous, très rapidement, alors qu'on est encore un grand pays, la France, et on est un grand pays parce qu'on est dans l'Europe, mais on est aussi un grand pays parce que justement, on a aussi des atouts qui sont exceptionnels. Et notamment, nous, nos atouts, c'est la ressource humaine. On continue d'être un pays qui innove, qui crée, qui recherche. Tout ce que nous faisons, nous le faisons aussi dans le cadre de l'Union européenne. Airbus, Ariane Espace, c'est un groupe qui est né de l'Europe. Je crois qu'il n'y a rien de pire dans la vie en général. Ça vaut pour nous-mêmes, mais ça vaut pour un grand pays comme le nôtre, que de se replier sur soi. Nous ne sommes que 60 millions d'habitants. Que voulez-vous que nous pesions à nous tout seuls si nous ne nous rassemblons pas avec nos voisins ? Simplement, là où ta question évidemment a du sens, c'est que comment faut-il faire pour que demain l'Union européenne ne soit pas perçue comme ça par les habitants. Que faut-il faire ? Ben oui, il faut qu'elle soit moins technocratique. L'Europe, elle doit s'occuper des individus, des femmes et des hommes, parce que c'est comme ça que ça commence. Donc en les respectant et en faisant qu'ils aient tous les mêmes droits. Ensuite, il faut s'occuper de l'environnement. Très important, parce que évidemment, on voit bien que c'est le défi de demain. Et puis troisièmement, pour faire ça, eh bien, il faut un certain nombre de structures communes, de politiques communes qui ne sont pas allées au bout. On a parlé un peu tout à l'heure de la politique en direction des jeunes, mais quelle politique agricole qui a été à l'origine de l'Union européenne, après le charbon et l'acier. Mais maintenant, on voit bien qu'il faut avancer vers des politiques partagées, pas simplement des politiques budgétaires. Vous vous mettez à 3% et vous avez tout bon. Non. Vous vous mettez à 3%, mais derrière, on réfléchit ensemble à une vraie politique budgétaire. Quelle est la contribution de chaque pays ? Et puis, quelle est la restitution que l'on fait à chaque pays ? Si un pays ne se comporte pas correctement d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue social, eh ben, on l'aide moins. Donc, il faut un pouvoir politique plus fort. Que se passerait-il si on laissait l'Union européenne se disloquer ? L'Europe, elle s'est construite pas forcément uniquement sur des crises. Elle s'est construite surtout à la fin de la dernière guerre parce que quelques gens intelligents ont eu assez que ça soit la boucherie tous les 15 ans ou 20 ans avec des millions de morts.
Bon. Et puis après, des pays qui avaient tout à reconstruire. La France s'est considérablement modernisée. Donc ceux qui vous proposeraient de dire on sort de l'Europe, c'est un affaiblissement, c'est un niveau de vie qui se détériorerait. La France, elle serait plus respectée au plan international. Vous vous rendez compte, avec 60 millions d'habitants, aujourd'hui, la France, elle est au sein de l'ONU, elle est dans le G8, enfin dans le G9 maintenant, dans le groupe des 9 puissances les plus fortes au monde. Je pense qu'il faut que mais là c'est vraiment un propos personnel, je pense qu'il faut que l'Union européenne s'organise différemment. Hein. Moi je pense qu'il faut qu'il y ait un premier cercle, hein, qui comprenne les pays qui historiquement ont fondé l'Union européenne et qui ont vraiment une même dynamique. Ce n'est pas une question d'être riche ou pauvre, hein, mais ceux qui ont vraiment une volonté d'intégration d'un certain nombre de politiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de l'Europe sociale, des questions environnementales, des questions de l'énergie, l'Europe de la recherche. Ensuite, il faut un second cercle qui soit un peu moins intégré, mais qui appartienne à une zone de libre-échange, dans laquelle, par exemple, on mettrait les Britanniques, qui ne seraient pas du premier cercle, puisqu'ils refusent l'euro. Il faut être logique. Et puis, un troisième cercle, qui c'est un peu un cercle probatoire, si j'ose dire, des pays qui veulent intégrer l'Union européenne, mais auxquels on va dire, attendez, nous on veut bien vous accepter, mais voilà un certain nombre de conditions qu'on met, et notamment sur ce que j'appelle le moins-disant social. Il faut que petit à petit, vous mettiez votre législation sociale et les salaires en harmonie avec ceux qui sont de l'Union européenne. Parce que sinon, vous voyez bien qu'il y a toujours cette tentation de délocalisation. Et puis, il n'est pas normal, lorsqu'on construit un ensemble aussi harmonieux, que d'un côté, il y ait des gens qui soient un peu dans la misère, alors qu'ils sont dans la même communauté de vie et de pensée. Donc, l'évolution, à mon avis, elle doit se faire comme cela. Et puis, elle doit aussi se faire avec des politiques plus structurées, hein, je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que d'un point de vue budgétaire, il faut que d'un point de vue social, il faut que d'un point de vue aussi de la politique étrangère et de la défense, mais peut-être on en parlera, il y ait des politiques qui soient plus intégrées. Et puis, chaque pays garde évidemment sa souveraineté dans beaucoup de domaines. Existe-t-il une politique de défense commune ou est-ce encore un domaine réservé à chaque État membre ? Ce qui est extraordinaire, c'est que l'Union européenne s'est, au fond, créée et facilitée, trouvée facilitée parce qu'il y a eu des guerres. Et le paradoxe, c'est qu'on ne s'est pas donné la compétence défense. On a fait ce qu'on appelle l'espace Schengen, c'est-à-dire un espace de libre circulation. Bon, après, au niveau intérieur, chaque État a quand même voulu garder sa propre armée pour être sûr d'être en capacité de se défendre si quelquefois ça tournait mal. Parce qu'encore une fois, il y avait le poids de l'histoire quand même. Hein. Bon. Et puis on a créé une force alors, qui ressemble un peu au casque bleu de l'ONU, hein, qui est l'Eurocorps, où ce sont donc des soldats de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne, qui constituent des bataillons communs pour intervenir sur un certain nombre dans un certain nombre de zones géographiques du monde, dès lors que ça se fait évidemment dans le cadre concerté de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et que l'Europe estime qu'il est de son devoir d'y aller pour des raisons humanitaires, pour éviter des contagions de guerre et de conflits qui ensuite risqueraient de nous atteindre, ou que les intérêts de l'Europe soient menacés. Il est clair, de mon point de vue, que l'Europe doit se doter d'une politique étrangère partagée. Et puis comme la défense, ça coûte extraordinairement cher, coûte beaucoup d'argent, bon, ça serait mieux qu'on se mette ensemble pour avoir les outils adaptés et que chacun n'entretienne pas son armée, qui de toute façon, en plus, à l'échelle du monde, est insuffisante. Et puis il y a la question de la dissuasion nucléaire, puisque la France, après la dernière guerre mondiale, s'est dotée de l'arme atomique. Bon, c'est, à mon avis, un outil, un instrument de dissuasion, c'est-à-dire que pour pas qu'il y ait la guerre, mais qui doit être partagé aussi au sein de l'Europe. Mais se pose là la question de la souveraineté, parce qu'après tout, les Français peuvent considérer à juste titre que le fait d'engager le pays, ça leur appartient d'abord. Donc, il faut bien qu'on est dans un équilibre. Moi, je suis pour qu'il y ait une armée européenne, pour qu'il y ait un centre de décision chef d'État, mais avec une voix commune
au niveau de la politique étrangère, et qu'on ait une force d'intervention pour, en gros, lutter aujourd'hui contre le terrorisme et puis empêcher qu'on fasse des génocides dans un certain nombre de pays, quoi. Quelle remise en cause doit-on faire pour que la région Haute-Normandie, la France et de ce fait l'Europe retrouve une place de leader pour une formation professionnelle des jeunes au niveau mondial? La région, elle exporte, c'est-à-dire qu'on vend à l'étranger, plus de la moitié de ce qu'on produit en Haute-Normandie. On le vend à l'étranger, et souvent très loin dans le monde. Mais c'est vrai que les femmes et les hommes de Haute-Normandie n'ont pas cette démarche spontanée. Que faut-il faire? Je l'ai dit tout à l'heure, d'abord, il faut que nous, responsables, à travers ce qui se passe dans les lycées, on soit beaucoup plus tournés vers la possibilité de vous projeter, y compris donc d'organiser de la mobilité internationale. Par exemple, moi, régulièrement, j'emploie ici des jeunes qui travaillent dans le bureau de la région à Bruxelles, des SVE. Après, je vais créer ici la Maison de l'International. Donc c'est vraiment une maison au centre physique du terme qu'on va implanter à côté des écoles d'ingénieurs au Madrier. Comme ça, c'est accessible pour toutes les personnes qui viennent de la région. Et dans cette maison, d'abord, je vais y mettre une personne qui est l'ambassadrice de la région. Vous savez ce que c'est qu'un ambassadeur? Bon, c'est une dame qui est ambassadeur aujourd'hui, qui va être donc à ma disposition pour que j'organise l'action de la région à l'international. Donc d'un côté, dans la maison, on va mettre toutes les filières qui exportent, plus ce qu'on appelle des pôles de compétitivité, qui sont à dimension mondiale, avec des équipes de chercheurs. Donc toutes ces équipes de chercheurs-là, elles ont à la fois besoin évidemment de moyens pour travailler sur place, mais après, il faut qu'ils s'échangent. Et donc cette maison de l'international, elle va à la fois accueillir les entreprises à travers ces filières et ces pôles de compétitivité. Tous ceux qui voudront aller exporter passeront par cette maison, cette ambassade de la Haute-Normandie, et tous ceux qui voudront suivre un stage à l'étranger trouveront là directement des entreprises qui sont susceptibles de... Et puis en même temps, moi j'y mettrai un bureau de la région qui renseignera les jeunes. Donc ça c'est très important, l'ouverture et la mobilité. Il ne faut pas avoir peur, la géostratégie elle a changé. C'est plus est-ouest, c'est plus nord-sud, c'est sud-sud. Et donc il faut qu'on y aille, parce que c'est là-bas où sont demain les capacités pour la France de rester un pays compétitif et puis aisé, qui est quand même le moyen de garder le niveau de vie qui est quand même aujourd'hui parmi les plus élevés du monde, quoi qu'on dise. Êtes-vous pour une Europe fédérale, et auquel cas, quelle place auront les régions pour favoriser cette Europe fédérale? Moi, je suis en fait pour l'Europe des régions. Alors, c'est pas pour ne pas répondre à ta question. C'est-à-dire que si je suis pour l'Europe des régions, c'est que je suis pour l'Europe fédérale. Je vais expliquer pourquoi. Jusqu'à présent, on avait une vision qui était pyramidale en France. Vous aviez l'État avec le président de la République, et puis derrière les collectivités. Bon. Et les politiques européennes dont on a parlé tout à l'heure, c'était l'État qui les pilotait. Bon. Et puis, quand moi je signais un contrat avec l'Europe, c'est l'État qui était à côté de moi, en la personne du préfet. Le préfet qui est représentant de l'État dans la région. Bien. À partir du 1er janvier prochain, c'était un engagement du président de la République, ce sont les régions qui vont gérer les fonds européens directement. Dès lors qu'on confie les fonds européens à la gestion des régions, c'est donc on inverse la mécanique. Donc c'est-à-dire que sur l'aménagement du territoire, sur le développement rural, sur le FSE, ce sont les régions qui seront directement les interlocuteurs de l'Union européenne. Et donc moi c'est ça que j'appelle d'abord pour commencer l'Europe des régions. Je suis membre du comité des régions depuis 1998. C'est-à-dire qu'une fois par mois à peu près, je vais donc dans cette assemblée à Bruxelles qui s'appelle le comité des régions et où il n'y a aucun représentant des États. C'est uniquement toutes les régions européennes qui siègent. Alors, quand je dis l'Europe des régions, je ne veux pas que ce soit cette assemblée-là qui remplace l'Europe d'aujourd'hui. Ce que je dis, c'est que, quand même pas par hasard, que l'Union européenne a créé cette instance qui s'appelle le Comité des régions. Donc, moi, ma position, c'est évidemment qu'il y ait d'abord des politiques européennes
qui soit plus développé, plus intégré. J'ai parlé du social, j'ai parlé de l'environnement, on a évoqué les affaires étrangères, on a évoqué la défense, il y en aurait bien d'autres. Et puis, il faut qu'au niveau européen, un certain nombre de décisions soient prises par un gouvernement de l'Europe, et notamment en matière financière. On voit bien aujourd'hui la question. Il ne faut pas donner le pouvoir à un technocrate qui est le président de la Banque centrale. Le président de la Banque centrale, il faut que ce soit un élu, et qu'il soit élu et qui rende des comptes au Parlement européen. Donc il faut valoriser le rôle du Parlement européen. Et puis il faut également qu'il y ait, de ce point de vue-là, sur d'autres politiques, un gouvernement de l'Europe sur les politiques qui appartiennent à l'Europe, et notamment tout ce qui est le champ de l'économie, et notamment du champ budgétaire. Bon. Et puis qu'après, cette union fédérale laisse évidemment aux États la souveraineté qui est la leur sur des compétences qu'on dit régaliennes. Il faut qu'au niveau européen, il y ait cette réflexion, d'où d'ailleurs cette idée, je crois que c'était à ta question que je répondais lorsque j'ai émis cette idée, d'une Europe à plusieurs cercles. Il faut que le premier cercle il soit évidemment davantage intégré avec une gouvernance et un gouvernement de l'Europe qui soit évidemment librement désigné par les citoyens auxquels ils rendront des comptes. Et ça donnera une force considérable. Parce qu'on voit bien que la règle de l'unanimité qui a longtemps prévalu, bon, au début on comprend bien qu'il fallait être unanime quand on n'était que 4, puisqu'à 28, comment voulez-vous être 28 ? Imaginez que dans la classe, vous êtes à peu près 28-30, même si vous êtes très amis, vous entendez bien, le jour où il va falloir aller voir un film ou décider d'une sortie, que vous devez décider à l'unanimité, ça va vous demander un peu de temps quand même. Voilà, j'espère que tout cela vous sera utile, et puis surtout je vous souhaite de continuer à être aussi agréable, et puis on peut être à la fois agréable et puis en même temps réussir de belles études, et puis voilà, se passionner pour ce qu'on fait. Profitez de la chance que vous avez. Bonne chance, merci.